Face à face. Place maintenant à notre second débat. Faut-il autoriser l'euthanasie pour les mineurs et pour les personnes atteintes de démence? Le Sénat pourrait bientôt voter un élargissement de la loi. Un débat éthique mais aussi politique qui divise la majorité. Regardez. L'euthanasie pour les mineurs représente aussi un nouveau questionnement, une forme de violence. Tenir compte non pas d'un âge, mais dans un état de discernement de ces mineurs qui mesurent bien quelle est la nature de la demande est un critère qui peut être retenu. Et ici, tout d'un coup, on permettrait à des mineurs de prendre une décision aussi radicale. On va enfin pouvoir parler du dossier. Et on accueille nos invités pour ce débat. Philippe Mahou, chef de groupe PS au Sénat. Francis Delperret, chef de groupe CDH au Sénat. Jacques Brocchi, il est sénateur MR et neurochirurgien. Catherine Dobchy, elle est oncologue et spécialiste des soins palliatifs. Dominique Biaran, chef du service urgence et soins intensifs à l'hôpital universitaire des enfants Reine-Fabiola. Tommy Scholtes est avec nous, c'est le porte-parole des évêques de Belgique. Jacqueline Hermans, présidente de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Faut-il élargir la loi sur l'euthanasie? Qu'en pensez-vous? Vous pouvez bien évidemment, comme chaque dimanche, réagir par mail, mise-au-point@rtbf.be, par SMS au 6020, sur Twitter en utilisant le code MAPRTBF ou encore bien sûr sur notre page Facebook. Alors en Belgique, l'euthanasie est autorisée depuis 2002. La loi fixe évidemment des conditions précises ainsi qu'une procédure. 11 ans plus tard, les sénateurs pourraient modifier et élargir cette loi. Philippe Mahou, vous avez été l'un des premiers à vouloir rouvrir le débat sur l'euthanasie. Pourquoi vouloir aller plus loin? Cette loi n'est plus adaptée 11 ans après? La loi est adaptée, elle est excellente, elle justifie des extensions et des modifications. Extensions parce que les mineurs, ça veut dire des enfants, des adolescents qui vivent des situations dramatiques, atteints de maladies incurables, avec des souffrances physiques, psychiques qu'on ne peut soulager, sont exclus dans l'état actuel des choses de la possibilité de bénéficier de l'euthanasie. C'est une première chose. Et la deuxième chose, les modifications, il faut dans la loi préciser, bien entendu, que la clause de conscience est une clause de conscience individuelle et pas une clause de conscience collective liée à des établissements. Il faut aussi avoir des précisions en ce qui concerne l'obligation pour les médecins de répondre en temps utile. Mais un temps utile qui est le temps des malades, qui n'est pas le leur. Et on sait que dans les situations que vivent les malades, ce temps n'a pas la même valeur. Et puis enfin, je veux le dire, il y a une déclaration anticipée. Cette déclaration anticipée qui est valable est limitée 5 ans. maintenant à 5 ans. Je pense que l'évolution de la société est telle, la prise de conscience de la problématique de la fin de vie est telle que je pense qu'il est raisonnable de ne plus retenir une limitation à 5 ans. Donc voilà résumé les questions auxquelles, selon vous, une modification de la loi, une extension de la loi devrait répondre. Francis Delperret, en 2002, le CDH, on disait encore le PS, et à mon avis à cette époque-là, s'était opposé à la dépénalisation de l'euthanasie. Aujourd'hui, dans ce débat sur l'élargissement de la loi, votre parti semble fort isolé, un peu comme le village d'Astérix. Pourquoi le CDH est-il réticent à aller plus loin? Alors, le système de la loi de 2002, c'est quoi? C'est une personne qui se trouve, on vient de le rappeler, situation insupportable, maladie incurable, et cette personne est en proie à des souffrances qui sont, j'allais dire, inadmissibles. Elle décide de mettre fin à sa vie. Et pour cela, elle a besoin d'un médecin qui pose un acte médical. Ça, c'est la loi. Cette loi, je la respecte. Cette loi, je l'observe. Ce n'est pas, d'ailleurs, ça le problème aujourd'hui. Pour moi, cette loi, voilà, elle peut produire des effets. Elle fonctionne bien, selon vous, cette loi? Elle fonctionne bien, il y a des aménagements, on vient d'en parler. Par Donc, ce n'est pas la peine de la changer, de la modifier, de l'étendre? Cette loi, elle est là, et elle est d'application dans les hôpitaux et pour les malades. Le problème aujourd'hui, c'est pas ça. Le problème, c'est pas de dire je remets en question la loi de 2002, c'est de dire est-ce que cette loi qui est applicable à des majeurs, je ne dois pas l'appliquer à d'autres personnes, à des enfants,
à des nouveau-nés, disent certains, à des adolescents, à des personnes qui sont beaucoup plus âgées et qui connaissent par exemple des situations de démence. Et là, c'est évidemment la difficulté majeure, c'est que ces personnes-là, bien souvent, ne sont pas en mesure de dire « voilà, c'est ma vie et je décide de quitter cette vie ». Non, on va devoir faire appel. Décider pour elle. Ah oui, c'est ça que vous craignez. Un tiers, un organisme, un assistant social, des médecins, mais c'est contraire, des collèges. Mais c'est contraire à la vérité, monsieur Delperrey. On ne peut pas commencer le débat comme ça en disant quelque chose qui n'est pas contenu dans les textes de loi qui sont déposés. Pas question de demander à quelqu'un de prendre la décision à la place de la personne intéressée. Pas du tout. Il n'y a aucune proposition qui a trait à transférer la demande qui est faite à un tiers. Il n'y a aucune proposition qui contient cela. Vous confirmez, Jacques Brocchi? Je voudrais dire que... Qu'est-ce que vous répondez à Francis Delperrey qui fait part de ses inquiétudes dans un débat difficile et délicat? Je ne suis absolument pas d'accord dans la mesure où celui qui est au centre du débat que nous avons aujourd'hui, c'est le patient. C'est, peu importe son âge, c'est le patient, c'est celui qui souffre, qui tantôt est un mineur, tantôt est une personne âgée, tantôt qui a rédigé une déclaration d'anticipé, tantôt qui ne l'a pas déclarée. Mais ce que je voudrais dire, c'est, j'ai une expérience de médecin. Je suis neurochirurgien depuis 45 ans. J'ai vu l'évolution des idées. J'ai vu l'avancement de la recherche. Je l'ai suivi et je la suis toujours. Alors, en 2002, je n'étais pas encore politicien. Mes collègues, dont Philippe Mahou, ont fait une loi avec Philippe mon fils qui est excellente. Mais elle était basée sur quoi? Sur les données de la science, de la réflexion, de la modernité, de la fin des années 90. Moi, je pars du principe que le contexte a changé. Il faut quand même tenir compte que la médecine a progressé en 12, 13, 15 ans et qu'aujourd'hui, c'est se voiler la face que de dire nous allons continuer à raisonner comme on le faisait à la fin des années 90. Donc moi, je suis pour la modernité, je suis pour mettre l'avis du patient au centre et on ne doit pas décider à sa place, que ce soit bien clair. Alors, on va parler évidemment des différentes propositions, en tout cas de celles qui veulent élargir l'euthanasie aux mineurs, aux personnes atteintes de démence. On va parler de la clause de conscience. Avant de parler des mineurs, je voudrais peut-être une première réaction de Tommy Scholtes. Le monde a changé, nous dit Jacques Brocchi. Les sciences ont changé, il faut aller de l'avant. La loi existe depuis 11 ans, l'Église reste sur la même position qu'il y a 11 ans? Oui, elle reste sur la même position et je pense que nous nous mettons dans la perspective de l'accompagnement et où le patient est par définition au centre, comme le disait quelqu'un. Je pense que nous ne pouvons pas, comme communauté chrétienne, avoir cette attitude de dire oui à la mort donnée volontairement à quelqu'un. Je pense que l'accompagnement... Même si cette personne le demande, avec insistance, de manière répétée. Même si cette personne le demande... Bon, alors, on sait que légalement, aujourd'hui, la personne peut, de toute façon, l'obtenir quelque part, hein, puisque ça, on est clair. Mais je pense que pour nous, quand je vois l'expérience de la vie en société, de la vie des familles, être là auprès des gens, les respecter, dans leur démence, dans leur petite enfance, dans toutes ces limites extrêmes de la vie qui ont été mises en évidence par la science, et c'est heureux que la science se développe, et là, il n'en est pas question d'arrêter. Mais c'est vrai que dans certains cas, il y aura peut-être un acharnement thérapeutique qu'il faudra arrêter, parce que l'Église dit aussi, acharnement thérapeutique, non, mais ce n'est pas de l'euthanasie. Mais je pense qu'il y a une question de solidarité et de lien social qu'il faut mettre en évidence. Et l'euthanasie, il n'est pas uniquement une question d'autonomie. Elle met en péril ce lien social. Moi, je pense que quand quelqu'un dit, à un moment donné, je voudrais mettre fin à ma vie, et j'en ai rencontré plusieurs qui ont été dans cette situation, quand quelqu'un dit ça, il impose d'une certaine façon à d'autres d'agir. Et ça n'est pas facile dans le concret, parce que l'autre, à un moment donné, peut être lui-même mis sous pression. Et quand on arrête des soins dans des cas extrêmes et qu'on donne l'acte de mort, quelque chose de dramatique est en train de se passer pour la personne, pour la fin de vie, pour le médecin et pour l'environnement. Et je vous assure que dans les familles, c'est pas simple à gérer non plus. Donc, soyons pour la vie, soyons pour l'amour et l'accompagnement, et les soins palliatifs sont là pour ça. Réaction de Jacqueline Hermans. Vous militez, si je puis utiliser ce terme-là, depuis de très nombreuses années, pour le droit de mourir dans la dignité. Le droit de mourir dans la dignité, pour l'accompagnement, pour des soins de qualité, pour cette question de choix.
vraiment cette question de choix. Et je peux en tout cas dire qu'au sein de la DMD, nous avons autant des laïcs, des non-croyants que des croyants. Nous avions, par exemple, dans notre comité d'honneur, Pierre Delorme, nous entendons et nous faisons participer à nos formations Gabriel Ringlet, et je peux dire en tout cas que j'entends, permettez-moi l'expression, un autre son de cloche. L'Église n'est pas monolithique, quoi. Elle n'est pas monolithique, heureusement. Et donc, c'est quelque peu caricaturer les choses, parce que d'un côté, il y aurait les bons qui font l'accompagnement et les mauvais qui veulent la mort. Non, l'accompagnement, on connaît, on le fait, on le pratique. Et c'est le respect de la personne qui veut qu'il soit mis fin à ses souffrances, qu'il soit mis fin à sa vie qu'on entend également faire respecter. Si la personne n'entend pas demander l'euthanasie, c'est son droit. Jacqueline Hermans, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'étendre le champ d'application de la loi, c'est la banaliser, l'euthanasie? J'aimerais inviter ces personnes à nous accompagner et accompagner un médecin qui est chargé d'une demande d'euthanasie. C'est une longue mission. Ce sont des interrogations, c'est des moments d'émotion. Donc, banaliser, mais jamais. Chaque fois, c'est un acte, peut-être, qui à la fin est un acte médical, j'allais dire technique, mais auparavant, combien de discussions, combien d'émotions, combien d'entretiens avec le patient, avec l'équipe, avec la famille. Non. Banaliser cet acte, en tout cas, moi, j'en suis pas témoin. Allez, on avance dans... uniquement un acte médical. Et là, j'aurais une petite limite dans ce que j'entends. Si l'acte médical est uniquement médical, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, vous dites à un moment donné, à la fin, il y a un acte médical. Francis Delperret a dit la même chose. L'essentiel pour moi, c'est de dire, oui, j'ose croire à ton appel au secours, parce qu'il y a un appel au secours, mais j'ose croire que si nous sommes avec toi, si nous t'accompagnons, si nous vous accompagnons, il y a autre chose qui se passe. Et là, dans la plupart des cas, je ne dis pas que la solution est facile, loin de là, dans les situations que j'ai rencontrées. Qu'entendez-vous? C'est que les personnes qui éventuellement entendent une demande d'euthanasie, comme je l'ai lu sous la plume du docteur Dobschi, seraient incompétentes? Non. Je ne pense pas, je pense qu'il vaut mieux écouter Mme Dobschi, puisqu'elle est sur le plateau. On va avancer, si vous le permettez, dans le débat, et on va donner justement la parole aux deux médecins qui sont sur ce plateau. Plusieurs propositions d'extension, il y en a même 3, pardon, je voyais 4 avec Philippe Mahou, mais je vous rangeais, excusez-moi, mais dans le rang des politiques. Donc plusieurs propositions d'extension de la loi sont en ce moment débattues au Sénat. On va s'y attarder donc en détail, à commencer par cette question. Faut-il autoriser l'euthanasie des mineurs? Alors Dominique Biaran, vous faites partie des experts qui ont été entendus par les sénateurs. Alors, le contexte, c'est que la loi, c'est très clair, interdit l'euthanasie pour les moins de 18 ans, à part pour les mineurs émancipés. Mais dans les faits, c'est ce que vous avez dit à la commission, dans les faits, des euthanasies sont bel et bien pratiquées sur des mineurs. Oui, je pense que, évidemment, on le sait, c'est exceptionnel, c'est très rare. Vous l'avez dit, on accompagne d'abord les gens et on essaye de les accompagner le plus loin possible. Mais je pense que dire que ça n'existe pas, c'est vraiment pas correct. Oui, est-ce que c'est quand même pas un signe que la loi est quelque part mal faite? Parce que c'est ça qui est aussi un peu contradictoire. On a l'air de dire que la loi est bien faite, peut-être. Mais elle est bien faite pour les adultes, et puis on a oublié toute une partie de la population. Madame Biaran, pour vous, permettre l'euthanasie des mineurs, c'est une vraie nécessité. Et quelle est l'ampleur, je dirais, de la question? Est-ce que ce sont quelques cas exceptionnels de temps en temps, ou bien c'est un vrai problème, selon vous? Je pense que, en fait, la fin de vie des enfants reste un problème compliqué, et il y a effectivement des enfants où il faut poser un acte définitif. Et ce problème-là, il existe non seulement pour les mineurs dont on dit qu'ils ont la capacité de jugement, mais vous l'avez dit au début, il y a aussi tous ces mineurs qui n'ont pas la capacité de jugement, les nouveau-nés et les enfants plus jeunes. Et ce débat, il existe, il est au sein des unités qui s'occupent de ces enfants, donc les unités d'oncologie, les unités de soins intensifs, néonataux et pédiatriques. Et oui, ce n'est pas un petit débat, c'est un grand débat, parce que les médecins qui travaillent le font sans aucune sécurité. Alors, ils le font en leur âme et conscience, en travaillant en équipe pour avoir toutes les sécurités possibles, mais ils sont malgré tout... Et ces médecins, ils ont besoin d'un cadre légal pour
Je pense qu'on travaille toujours mieux et avec plus de sérénité lorsqu'il y a un bon cadre légal. Ouais. Et donc, clairement, vous êtes favorable à une extension de la loi? Oui. Madame Dobchi, vous aussi, vous êtes médecin, oncologue, spécialiste des soins palliatifs. Vous vous exprimez ici à titre personnel, donc vous n'engagez pas l'institution pour laquelle vous travaillez. Une telle perspective d'étendre l'euthanasie, de la permettre pour les mineurs, pour des enfants, ça vous choque profondément? Bien sûr, mais je vais me situer dans ma singularité. Je pense que si j'étais mise en conscience dans une situation où je pense que vraiment il faut que je tue quelqu'un qui s'adresse à moi, je n'aurais pas honte d'aller dans un tribunal pour me défendre et je ne serais pas démolie intérieurement même si le tribunal me condamne. Je pense qu'ici, présenter l'euthanasie comme un droit de créance à la maîtrise de sa fin de vie et comme un soin et comme un acte thérapeutique qui est confié au médecin, c'est quelque chose une médecine dans laquelle je ne veux pas aller. Et donc pour moi, c'est pas je voudrais abolir la loi et pas l'élargir. Hein, donc oui, je trouve que la loi existait avant, c'est-à-dire que si on a des opinions en conscience, si on pratique des actes, on est responsable de ces actes. Et donc moi, je pense que la loi, elle était là pour ça. Et donc, a fortiori, étendre cette loi aux mineurs, c'est le summum de quoi? Non, c'est la suite logique, si vous voulez. Il y a une cohérence entre la loi qui a été l'euthanasie qui a été dépénalisée et la progression. Alors, vos arguments, pourquoi, selon vous, autoriser l'euthanasie pour des enfants? Je trouve, si vous voulez, nous sommes malheureusement dans une manière de vivre qui fait que la personne humaine est souvent considérée comme devant être absolument performante, hein, que si elle ne l'est pas, elle est déconsidérée. Et donc on se trouve devant des personnes, enfin moi je ne parle pas d'idéologie, mais je parle de la pratique du terrain, c'est la seule chose que j'ai. On se trouve devant des personnes qui sont dans une hyper-maîtrise et donc qui n'ont pas appris à intégrer leurs limites. Et en fin de vie, cette limite-là, voilà, on ne sait pas comment l'aborder. Et donc la souffrance est extrême parce qu'il n'y a pas eu d'appréhension, d'initiation. Et donc on s'adresse aux médecins pour qu'il soit l'instrument d'une maîtrise terminale. Et donc, voilà. Je voudrais réagir simplement. Madame Dobchi, je pense que votre opinion est parfaitement respectable, bien entendu. Monsieur. Elle est individuelle. Bien sûr. Vous recevez une demande de la part de patients et vous considérez que ça va au-delà finalement de ce que vous voulez bien faire. C'est parfaitement acceptable, c'est parfaitement reconnaissable. Ce que je veux dire quand même, c'est que la loi de 2002, qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat premier? C'est qu'elle a permis à toute une série de patients d'exprimer une demande qui était latente avant cela. On n'osait pas exprimer cette demande parce qu'on ne pouvait pas parler de la mort, on ne pouvait pas parler de l'euthanasie. Donc, si l'euthanasie était interdite, ça voulait dire simplement qu'on ne pouvait pas l'exprimer, exprimer la demande, et on ne pouvait pas écouter de la part du médecin. Ce qui se passe, vous avez une opinion, elle est respectable, vous n'appliquez pas l'euthanasie. C'est d'ailleurs son droit le plus strict. La loi permet la clause de bien entendu, c'est une attitude individuelle à partir du moment où ce n'est pas une réaction d'une institution financée par la collectivité. À partir du moment où la loi existe, elle permet aux patients, et je rappelle, il s'agit de malades qui se trouvent atteints de maladies incurables, il faut toujours le répéter, avec des souffrances qu'on ne peut pas soulager. C'est ça qui est la demande. La demande est exprimée. Il y a des patients qui se trouvent dans ce type de situation, qui requièrent aux soins palliatifs. Il y en a d'autres, en requérant ou pas aux soins palliatifs, qui souhaitent pouvoir bénéficier, comme ils l'ont souhaité, d'une mort, y compris par euthanasie, et une mort qui est donnée. Et je vais vous dire, Mme Dobchi, je vais vous dire, si vous me permettez de terminer, que je pense, moi, personnellement, comme médecin, aussi, je suis législateur, mais comme médecin, je pense que donner une euthanasie, c'est poser le geste ultime de solidarité qu'on a avec son patient. Il est ultime par définition parce que c'est le dernier. Et aussi, je vais vous le dire, pour ceux qui véhiculent depuis des années et des années le risque de banalisation, simplement parce que, vous le savez aussi d'ailleurs, quand on est amené à se trouver confronté à ce type de situation de manière individuelle, pour le médecin,
et a fortiori pour le patient, bien entendu, mais pour lui, c'est la fin, mais pour le médecin, il est impossible de banaliser. Et ça, vous le savez, parce que c'est un geste qui est chargé émotionnellement, et donc la réponse, mais la réponse que nous faisons, et la loi le permet, c'est une réponse qui pose ce geste ultime d'humanité. On a compris, pardon de vous couper, mais il faut qu'on avance juste... un petit peu dans le débat. Je voudrais qu'on le recentre sur cette question. Faut-il élargir l'euthanasie aux mineurs? Philippe Mahou a introduit des propositions de loi dans ce sens-là. Je vais vous redonner la parole, Madame Dobchi, mais il faut malheureusement qu'on avance un petit peu, sinon il y a des tas de choses dont on ne parlera pas. Voilà. Francis Delperret, sur ces propositions qui sont sur la table d'extension aux mineurs. C'est non? Mais c'est un problème majeur, n'est-ce pas? C'est que nous avons pour l'instant au Sénat 16 propositions de loi relatives à l'euthanasie, aux soins palliatifs, etc. Et je réagis là, non pas comme... Moi, je ne suis pas médecin, je ne réagis pas ici comme juriste, je réagis comme parlementaire. Je dis, quel est l'objet du débat parlementaire? Quelle est la proposition sur laquelle nous devons pouvoir nous prononcer? Notamment celle qui vise à élargir l'euthanasie pour les mineurs. Et parlons de celle, cette option-là. Il y en a qui visent les mineurs et les majeurs. Il y en a qui visent les mineurs avec l'accord des parents, d'autres les mineurs sans l'accord des parents. Il y en a qui visent les mineurs, par exemple, à partir d'un âge fatidique, 15 ans. Ou d'autres, non, c'est la capacité de détermination de l'enfant qui doit être pris en considération. Moi, j'ai dit encore récemment, notamment aux membres de la majorité, essayons de nous mettre d'accord sur quelque chose de constructif et de consensuel. Et se mettre d'accord, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pour le CDH, comme pour le CDNV, on pourrait par exemple descendre l'âge à 15 ans, c'est la proposition du CDNV? Ce n'est pas nécessairement une question d'âge fixe, ce n'est pas nécessairement une question non plus de discernement. Le débat, je trouve, devrait s'ouvrir pour arriver à quelque chose de concret et pour que chacun puisse se prononcer. Oui, le débat est ouvert. Oui, mais ce que M. Mahou, M. Brocchi était à dire, nous avons une proposition. M. Delperret, qu'est-ce que vous en pensez? À prendre ou à laisser? Non, mais non, c'est plutôt vous qui proposez à prendre ou à laisser. Ça, ce n'est pas une négociation. Allez, essayons d'être concrets. Pendant 3 minutes dans un studio de télévision. Bien sûr, on ne réglera pas la question de l'euthanasie dans un débat de télé, mais si on peut faire en sorte que les gens s'y intéressent à ce débat qui est compliqué, ce serait bien. Attendez, si vous voulez bien, je voudrais qu'on soit un peu précis. La question centrale, Jacques Brocchi, c'est de savoir quand est-ce qu'un enfant, un mineur, est apte à juger. C'est quoi votre réponse à cette question-là? Je vous remercie. Je voulais justement en parler. Ça tombe bien. Et je suis certain que les auditeurs seront intéressés par ce que vous venez de me demander. En fait, j'ai vécu des cas, et je pense particulièrement à un enfant qui avait une tumeur cancéreuse du cerveau. Je l'ai opéré, il avait 5 ans. Suite à l'opération, il a eu de la radiothérapie, de la chimiothérapie. C'est très lourd. Je peux vous dire qu'il a acquis en très peu de temps une maturité qu'il n'avait pas avant de tomber malade. Puis, quelques années après, il avait environ 10 ans et demi. La tumeur a repoussé. Je l'ai réopéré. Et on a dialogué. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Après l'opération, après la deuxième opération, dans sa souffrance, pas seulement physique, mais psychique, il m'a dit, docteur, si ma tumeur repousse, tu ne vas pas m'opérer une 3e fois. Tu m'endors. Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on dit? On est sourd? On est aveugle devant la souffrance d'un enfant? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Donc, je ne décide évidemment pas d'agir quand un enfant me le demande, mais j'entends. Je respecte l'enfant. L'enfant a une maturité dans la souffrance. Il faut la respecter. Et dans votre exemple, vous parlez d'un enfant de 10 ans. Est-ce qu'à 10 ans, on doit pouvoir faire ce type de demande? Je pense, un cas n'est pas l'autre. Et je voudrais bien qu'on comprenne que nous ne voulons pas banaliser. Chaque situation est une situation particulière. Elle demande réflexion. Elle demande une vérification, évidemment, du pronostic. C'est indispensable. Il faut aussi qu'on prenne l'avis de psychologues spécialisés pour les questions pédiatriques. Si vous me disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas prendre d'avis, et que j'ai jamais dit ça. De l'enfant, je n'ai jamais dit ça. Qui est la seule oui, non, vous interprétez, je ne dis pas ça. Non, racontez n'importe quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Quand on arrive au problème, là, pas sur la décision. Non, sur la décision. Il faut un accord de l'équipe soignante, surtout si l'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas pu encore dans sa vie exprimer
la manière dont il voudrait terminer sa fin. Donc pour vous, Jacques Brotchi, il n'est pas question de fixer un âge, parce que votre consoeur du MR, Christine Defraigne, propose que ce soit 15 ans. Christine Defraigne a déposé, voici 3 ans, elle a été la première à déposer une proposition là-dessus, demandant qu'on descende l'âge et qu'on assimile un mineur émancipé avec un mineur non émancipé. Ouais. C'était ça. Elle ne voyait pas à juste titre quelle différence il pouvait y avoir dans une question aussi grave que l'euthanasie entre un mineur émancipé et non émancipé. D'où la demande d'abaisser l'âge. Mais maintenant, nous sommes dans un débat qui va plus loin. Et sur Christine Defraigne, Christine Defraigne est tout à fait d'accord avec cela. Nous discutons du discernement maintenant. Ouais. Tommy Scholtes, votre réaction par rapport à ça? Alors j'ai lu des interviews que vous avez données dans la presse. Vous dites que les mineurs qui n'ont pas 18 ans sont jugés légalement incapables de certains actes comme se marier, comme acheter un bien immobilier, etc. Et puis tout d'un coup, dites-vous, on les jugerait capables de demander qu'on leur donne la mort. Donc ça, c'est simplement une petite définition de la capacité juridique d'une personne à pouvoir engager des actes juridiques. Je pense que ça, c'est élémentaire, effectivement. Avant l'âge de 18 ans, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Et a fortiori, demander la fin de vie est une grosse question, qui est l'ultime décision. Moi, j'ai envie d'entendre Mme Dopchy par rapport à ce que M. Brotchi vient de dire. Je pense quand même que je comprends très bien ce que vous venez d'exprimer à propos de cet enfant que vous citez. Ouais. Et que doit faire le médecin dans ce cas-là? Et en même temps, si quelqu'un de médecin me demandait mon avis, je dirais, mais effectivement, je pense qu'on ne peut pas aller trop loin. Et donc, effectivement, je te donnerai, et je serai là avec toi jusqu'au bout, dans des soins, de ce qu'on appelle des soins de confort. Et je pense que les enfants que j'ai vus, et j'en ai vu quelques-uns, je peux vous en parler hors antenne, sont des enfants qui, à un moment donné, n'ont pas accepté, parce qu'on n'accepte jamais, et ni un enfant, ni des parents, ni personne ne peut accepter. Mais à un moment donné, un enfant peut trouver une sérénité, une paix, et peut être effectivement endormi parce qu'il n'y a plus d'autre chose à faire. Et surtout, ne faisons pas d'acharnement thérapeutique, ne nous engageons pas dans des traitements insupportables pour l'enfant ou la famille. Tommy Scholtes, vous dites un enfant peut être endormi. On parle toujours de l'exemple que Jacques Brotchi a donné. Endormi, ça veut dire quoi? C'est la sédation, c'est ça? Mais oui, parce que c'est pas une euthanasie au compte-gouttes. C'est l'hypocrisie. C'est vraiment ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Oui, Dominique Biarran là-dessus. Mais je préférerais que ce soit D'abord, c'est un mauvais mot. Et on n'endort pas les enfants. Hein, on n'endort pas. Les enfants vont dormir la nuit au lit et ils se réveillent le lendemain matin. Ça, c'est déjà un premier point. Et je pense que faire des confusions de mots pour utiliser des choses qui sont adoucies, c'est vraiment induire la... C'est l'expression de l'enfant. Non, c'est l'enfant qui a dit ça, c'est autre chose. Oui, c'est pas M. Brotchi qui a dit ça. Et donc la sédation, c'est une mauvaise réponse. Ah oui, et c'est vraiment... Alors vous, comme médecin, pour rebondir sur l'exemple que donnait Jacques Brotchi, fameux cas de conscience, un enfant qui subit comme ça plusieurs opérations et qui à un moment vous demande... de ne pas s'acharner et qui demande la mort, qu'est-ce qu'il faut répondre à un enfant? Mais d'abord, je pense qu'il faut, être capable de l'entendre. Il faut écouter ce que l'enfant a à dire. Il faut aussi écouter ce que les parents ont à dire, parce qu'un enfant n'est jamais seul. Enfin, en tout cas, la plupart d'entre eux, heureusement, nos enfants, en tout cas dans nos pays, ne sont jamais seuls. Ils sont accompagnés. Et il y a donc toute une écoute et toute une prise en charge. On est tous d'accord. Je veux dire, il n'y a aucun médecin qui pratique ou qui ne pratique pas l'euthanasie qui n'est pas d'accord pour dire que la première chose à faire, c'est de commencer par voir dans quelle mesure on peut supprimer la douleur, mais malheureusement, toutes les douleurs ne sont pas supprimables, et dans quelle mesure on peut redonner un tout petit peu de bonheur, un tout petit peu de qualité de vie, des choses que l'enfant a envie de faire, et puis, à un moment donné, il faut bien accepter qu'on ne peut pas aller plus loin et que la seule issue, c'est effectivement de donner la mort parce que c'est ce qu'il y a de moins horrible. Ouais.
Alors, Catherine Dochy, je pense qu'on vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas grave. Non, du tout. Je pense que mais en tout cas, hein. si vous voulez, je pense que je ne connais personne, et je pense que personne n'a existé sur la Terre qui donne une réponse à la question de la souffrance. Et moi, je ne vais pas en donner une non plus, et ce n'est pas ma responsabilité de le faire, et je ne suis pas là non plus pour convaincre. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est que chacun puisse travailler sur soi et travailler en relation avec les autres, dans la proximité de la souffrance et du souffrant, oui. Mais pour plus pouvoir être capable... Qu'est-ce que vous seriez confronté au cas, en continuant sur ce cas-là, vous répondez quoi à cet enfant qui souffre, qui a subi plusieurs opérations et pour lequel il y a une souffrance terrible? Si vous me laissez, je vais vous répondre, oui, si vous me laissez parler. Je suis là aussi pour vous poser des questions, c'est un peu le... Mais c'était la même question, donc je voulais simplement terminer. Pour être capable de continuer dans la médecine, qui est la médecine que j'aime, qui est une médecine humaine, dans la relation, qui n'a pas forcément réponse à toutes les questions de la souffrance, mais qui permet de travailler cette relation, plutôt que d'imposer une médecine qui est scientifique ou technique, qui donne un acte, qui offre un acte. Mais c'est pas technique, madame. C'est-à-dire l'acte euthanasique est technique. Chaque fois que nous discutons avec des gens qui sont opposés à l'euthanasie, on s'entend répondre que nous sommes des gens qui avons une approche... Non, pas les personnes. Non, écoutez, c'est ce que je viens d'entendre. Oui, nous sommes des gens qui avons une approche qui est une approche qui serait technique, finalement, du rapport au malade. Je peux vous dire que si nous abordons, à la fois comme médecins et comme législateurs, si nous abordons le problème de la fin de vie, de la souffrance, si nous voulons y trouver une solution qui ouvre un espace de liberté, c'est précisément parce que nous avons cette approche humaine, cette approche Philippe Mahou, pardon de la vous bousculer un petit peu, mais et je voudrais vous poser la question suivante. Vous êtes pour l'extension aux mineurs. Oui. Quid des parents? Est-ce qu'il faudrait l'autorisation des parents ou pas? Écoutez, je vais vous dire... que faire si jamais le papa et la maman ne sont pas sur la même longueur d'onde? Ça me permet de répondre à ce qui est qui ne correspond pas à la vérité de ce qui se trouve dans les textes de loi. On évoquait tout à l'heure l'état de discernement. Jacques Brocchi, finalement, marquait son accord par rapport à cela. État de discernement déterminé par qui? Déterminé par un tiers. Mais vous savez, dans la loi de 2002, il y a déjà un tiers. Il y a un deuxième médecin qui doit être consulté. Mais qui décide? C'est le médecin qui continue à décider. Et pour répondre à votre question, et donc c'est bien clair, il n'y a pas de tiers qui décide. Et pour répondre, ce ne sont pas eux qui décident, Monsieur Delperret. Ils ne décident pas, ils sont consultés. Et vous le savez d'ailleurs. Moi, je décide de ma propre vie. Oui, bien entendu. Personne d'autre, même pas le médecin. Mais comment? Mais c'est une demande qui vient du médecin. Monsieur Delperret, c'est une demande qui vient du médecin. Qui est-ce qui souffre en fin de compte? Ce n'est pas le législateur, c'est le malade qui souffre. Et le malade, qu'est-ce qu'il te fait? Il demande à un médecin finalement de mettre fin à ses souffrances. Avec l'accord des parents. Le médecin répond. Et en ce qui me concerne, je pense qu'il est impossible de vivre une situation par rapport à des mineurs sans que les parents ou les responsables légaux soient d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Rapidement, si la vous voulez personne bien. du mineur, c'est une personne humaine. Elle s'exprime. Elle exprime par rapport à la demande, à la souffrance qu'elle a. Mais elle est représentée sur un plan légal. Elle est représentée finalement par ses parents et ses représentants légaux. Jacqueline Hermance, les balises, comment intégrer ça, comment accompagner ça, puisque vous dites qu'il faut ouvrir l'euthanasie aux mineurs. Les balises, elles peuvent être, je dirais, reprises par rapport également à la loi sur les droits du patient. Un mineur peut refuser un traitement. Il peut refuser un traitement et même à ce moment-là, ses parents n'auront pas à intervenir. C'est la décision du mineur de refuser. Et si le mineur est inconscient? Ah, attendez, on n'en est pas là. On n'en est pas là. D'accord. Parce que dans les propositions de loi, c'est toujours la demande du mineur. C'est la demande du mineur qui est exprimée, qui doit être conscient. D'accord. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais donc il s'agit de s'inspirer de la loi sur les droits du patient concernant la possibilité de discernement du patient. Donc vous vous rendez compte, un enfant peut refuser un traitement qui le conduira à une mort certaine. Il peut le refuser, mais il ne peut pas demander une euthanasie. Donc il y a un déséquilibre au point de vue des textes de loi. Allez, rapide réaction de Francis Delperret là-dessus, et puis on va parler des personnes atteintes de démence. Donc je vous demande à tous d'être un peu plus concis. Je sais que c'est difficile, c'est délicat. Je crois cohérent et logique avec moi-même. Si l'on doit ouvrir l'euthanasie
à des personnes qui ne sont pas majeures, donc à des mineurs. Je pars de l'idée, supposons qu'on aille dans ce sens-là, je pars de l'idée que c'est cet enfant mineur qui doit décider, qui doit demander l'euthanasie. Et je n'accepte pas que ce soit ses parents, ses frères, ses sœurs, ses cousins, le médecin traitant, l'équipe de psychologues, etc. C'est l'enfant à ce moment-là. Vous avez la loi puisque vous êtes d'accord. Suffisamment, évidemment, instruit, évolué, etc., pour prendre ses décisions. Il décide de mettre fin à sa propre vie. Et votre réponse, est-ce qu'un enfant qui a, je sais pas moi, 12 ans, 15 ans, est à même de décider? C'est un peu ça la question. Ben, je dirais que si je dois raisonner sur l'exemple que Jacques Brotchi a pris, je me dis qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune limite, et je ne vois pas pourquoi des médecins ne décideraient pas demain de mettre fin, Solidaris le propose, de mettre fin à la vie d'un prématuré. Ouais. C'est un autre débat. Sans qu'il y ait aucune demande de sa part. Sans qu'il n'y ait Il n'est plus question d'euthanasie à ce moment-là. Soyons clairs. Enchaîner avec la problématique, pour enchaîner avec la problématique des malades souffrant d'atteinte cérébrale, je voudrais dire à M. Delperrey que la médecine n'est pas dans l'homme seul qui décide et qui a plein pouvoir. La médecine est multidisciplinaire. Et quand je dis multidisciplinaire, c'est également avec les équipes paramédicales. Mais Jacques Brotchi, ce qui nous distingue, c'est que vous dites l'homme qui décide, c'est moi le médecin avec mon équipe mais je m'entoure. Mon raisonnement, c'est de dire, moi, Francis Delperrey, je décide. Non, je m'entoure de précautions pour être sûr que je ne me trompe pas. Donc, si c'est un enfant, eh bien, je ne vois pas en quoi je m'abaisserais de demander conseil à un pédopsychiatre pour qu'il parle avec cet enfant sur la demande de l'enfant. Et il me fera rapport. Tout revient, on me fait rapport. Et pour les adultes dont nous parlons dans quelques secondes, je prendrai également le conseil de toute une série de collègues qui, chacun, sont pointus et experts dans des domaines particuliers. Alors justement, Jacques Brotchi, vous avez déposé une proposition visant à élargir la loi, je fais simple, visant à élargir la loi aux personnes atteintes de certaines maladies neurodégénératives. Pour faire simple, on dit des personnes atteintes de démence, mais vous n'aimez pas ce terme. Ces maladies, c'est par exemple Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob ou des cancers. Ça peut aussi être le cancer du cerveau, ça peut aussi être l'hémorragie cérébrale gravissime. Donc, alors quel est le problème? Avec la loi actuelle, ces personnes ne peuvent pas bénéficier de l'euthanasie? Tant qu'elles ne sont pas inconscientes, non. Alors, et quand on est, par exemple, au dernier stade d'Alzheimer, on n'est pas considéré comme étant inconsciente irréversiblement. C'est ça le souci. Ce sont des définitions qui varient et je pense qu'aujourd'hui, la neuroimagerie, l'imagerie médicale, a fait de tels progrès qu'aujourd'hui, on peut d'abord avoir une certitude diagnostique qu'on n'avait pas il y a 15 ans. En particulier avec le PET scan pour les maladies neurodégénératives. Donc c'est un point important, ne pas se tromper évidemment, parce que toute perte de faculté n'est pas nécessairement un Alzheimer. Donc il faut être sûr. 2, il faut aussi bien sûr voir quelles sont les possibilités thérapeutiques, parce qu'il n'est pas question de refuser un traitement, pas question de ne pas l'administrer, et il faut suivre la recherche. Et 3, j'estime que nous devrions avoir la possibilité, nous tous, d'exprimer largement, dans le détail, la manière dont nous aimerions que notre fin de vie soit respectée. Par exemple, quand on est en pleine possession de ses moyens, on sait que, par exemple, on est atteint de la maladie d'Alzheimer, que l'éventualité, c'est qu'un jour, ça se complique fortement, voilà, que ça ne progresse. C'est la liberté. Chacun devrait pouvoir fixer le degré acceptable. À partir on peut mettre le curseur à divers niveaux, c'est personnel, c'est individuel, et je pense qu'il faut élargir la situation du curseur et ne pas obliger de devoir attendre d'être inconscient, incontinent, aphasique, donc ne plus savoir parler, apraxique, agnosique, bref, n'avoir plus aucun contact, être dans un état végétatif, baigné dans ses urines. Chacun de définir sa notion de perte de mon concept de mourir dans la dignité. Alors, réaction par rapport à ça, oui, Tommy Scholz, là-dessus, par rapport à cette proposition-là, chacun pourrait... Il y a une question par rapport à la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Alors, je ne vais pas entrer dans une dimension sacrée. Et pourtant, j'ai envie de dire que la vie de personnes qui sont dans l'état que vous décrivez, cette vie-là, aussi triste puisse-t-elle paraître pour
la famille, pour la personne elle-même, si elle en a une certaine conscience, vaut encore la peine d'être vécue, entourée, aimée, etc. Alors, effectivement, eh bien, c'est peut-être là qu'il y a une différence entre vous et moi. Vous dites, vous pas, eh bien, je dis, moi bien. Je vois des familles, je vois des familles qui font, je vois des familles qui font votre liberté. Pardon? Nous ne vous refusons pas votre liberté. Dans ma proposition, chacun est libre. Mais il y a quand même des personnes aujourd'hui dans les homes qui me disent et j'espère que quand je perdrai conscience, on ne viendra pas me... J'entends des paroles comme ça. On respectera. Monsieur Scholtes, si vous le voulez, si vous lisez la loi de manière correcte, vous pouvez la rassurer. Bien entendu, vous pouvez la rassurer. Mais je vais vous dire ceci. Mais c'est très important, de vous nouveau, savez. non, mais sans caricature, sans caricature. Vous savez, déjà en 2002, j'ai dit que la dernière minute, si elle le souhaite, la dernière minute de vie d'une patiente ou d'un patient, quel que soit son âge, atteint de quelque infirmité, de quelque sentiment, à la même valeur, si elle le souhaite, que la minute qui consiste pour une jeune femme ou un jeune athlète à courir un tour de piste ou 2 tours de piste. Et la personne dans l'état de démence ne peut plus s'exprimer. Monsieur Scholtes, si elle le souhaite, si elle souhaite que cette minute ait la même importance, il existe effectivement, et c'est la différence entre votre position Allez, je vous coupe malheureusement une fois de plus, Philippe Mahou, mais il nous reste que quelques minutes. Votre point de vue Philippe qui Mahou doit être celui du patient, nous considérons que nous, qu'il a le droit je dis d'avoir seulement ce qui est le point de vue du chrétien, c'est tout. Je ne Allez, dis pas qu'il doit être. Christophe Ballossant, si vous voulez bien, parce qu'il nous reste à peine quelques minutes, et je vous demanderais de ne pas mettre cette question-ci sur le tapis. La loi sur l'euthanasie prévoit une clause de conscience. Comme Madame Dobchi, un médecin peut dire « Moi, je ne pratique pas d'euthanasie, je suis opposé à cela ». Madame Hermans, vraiment rapidement, il y a un souci avec cette clause de conscience. Certains médecins font de la résistance. Pire, de la résistance dans le sens où ils ne transmettent pas le dossier à un confrère. Et certains hôpitaux refusent que l'euthanasie se pratique dans leurs murs, c'est ça? Exactement, parce que j'entends le point de vue de Mme Dobchi, il est tout à fait respectable. Le problème, c'est que si un patient arrive dans son service, en soins palliatifs, qu'est-ce qui va advenir de ce patient? Il est accepté d'ailleurs, parce que s'il est porteur d'une demande d'euthanasie, je ne pense pas que vous l'accepteriez, mais c'est un autre problème. Alors, il y a aussi la question des maisons de repos. On ne choisit pas nécessairement sa maison de repos. Il y a la question aussi du fait que l'on veut institutionnaliser cette clause de conscience. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. C'est-à-dire ici, dans cette maison de repos, voilà. Si sur l'hôpital, on ne fait pas d'euthanasie. On ne fait pas d'euthanasie, on ne fait pas d'euthanasie, on ne fait pas d'avortement. Non, c'est inacceptable, parce que c'est une liberté. Ce n'est pas un droit de créance, Madame Dobchi. C'est une liberté qui est offerte à des personnes et il est inacceptable qu'au nom de la clause de conscience qui est respectable et respectée, on objecte finalement la possibilité, on se refuse à permettre à la personne d'exercer cette liberté qui est prévue par la loi. Et selon vous, il faudrait instaurer des sanctions Je ne suis pas pour les sanctions, je l'ai déjà dit, je ne suis pas personnellement pour des sanctions. Ouais. Mais je suis pour qu'on soit très clair. Si les personnes ne le comprennent pas, il faut que ce soit mis dans la loi, que ce ne soit pas... Ouais. Que c'est uniquement pour les personnes et pas pour les institutions. Et par ailleurs, il faut aussi prévoir des obligations de transfert. C'est-à-dire pas simplement se contenter, je ne veux pas pratiquer l'euthanasie, mais également permettre justement que le médecin qui refuse se mette en charge pour que la personne puisse exercer ce droit à cette liberté. Catherine Dobchi, on l'a compris, vous refusez de pratiquer l'euthanasie. Si un patient, parce que vous êtes oncologue, si un patient vous demande l'euthanasie, est-ce que vous allez transmettre le dossier rapidement à un confrère qui, lui, pourrait répondre à la demande, ou bien vous y refusez? Quelle est votre éthique personnelle en la matière? Bien sûr, je ne sais pas m'y refuser, puisque, voilà, bien sûr que c'est un droit du patient de faire cette demande. Parce qu'il paraît que certains médecins font un peu de la résistance. Je voudrais juste simplement dire qu'on parle d'autonomie et de liberté, et moi, les patients que je rencontre et qui sont dans l'hypermaîtrise, il ne s'agit pas vraiment d'une liberté, mais plutôt d'une impasse, comme quelqu'un qui se retrouve dans une situation qu'il n'a jamais appris à gérer, c'est-à-dire intégrer ses limites. Et donc, voilà, on n'a pas le temps d'abord
aborder ce désaccord, mais en tout cas, c'est important que je puisse l'exprimer. Alors, en ce qui concerne l'objection de conscience, je pense que d'abord, tout le monde me connaît et que tout le monde sait que je ne pratique pas l'euthanasie. Donc, forcément, le cadre qui est proposé comme projet thérapeutique ou comme projet d'accompagnement est déjà un peu, si vous voulez, coloré d'avance. Cela n'empêche que si des patients, soit en étant en cours de prise en charge, soit arrivant avec une demande et ne me connaissant pas, demandent l'euthanasie, bien sûr, ce sera d'abord évalué, écouté, accompagné. Mais dès le premier instant, le patient sait que cet acte-là ne sera pas pratiqué par moi et s'il ne souhaite pas poursuivre dans ce projet de soins, à ce moment-là, il doit se tourner vers un autre médecin. D'accord. La dernière question, ce sera pour vous, Francis Delperrey, parce qu'on arrive au terme de ce débat. La majorité est divisée. Est-ce que le CDH va en faire une question de gouvernement, si les autres partis de la majorité veulent à tout prix avancer? Non, on n'a jamais parlé de question de gouvernement, on a dit une question posée à la majorité gouvernementale et parlementaire. Bon, s'il y a une majorité alternative qui se dessine, ben voilà, avec la NVA par exemple, pourquoi pas, ce n'est pas ce que je souhaite. Moi, mon idée, c'est plutôt de dire il faut maintenant donner du temps au temps. On sait que ça peut faire progresser un certain nombre de débats politiques. Très bien, et on suivra ça évidemment dans le cadre de nos JT par exemple. Merci d'avoir participé à ce débat. Il sera rediffusé à partir de 21h ce soir sur la 3. Dans un instant, le journal télévisé. Bon dimanche et à la semaine prochaine.